Moi, je fais des braisés au vin, vin rouge, vin blanc, mais je fais des braisés à l'italienne avec de la sauce tomate diluée. Je fais des braisés avec du jus d'orange. Je fais des braisés avec de la bière. Je fais des braisés avec à peu près n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est le même principe. Ce qu'on veut, c'est donner de la saveur, donner du liquide pour attendrir notre viande, pour pouvoir la cuire longtemps. Une fois qu'on a compris ça, on est capable de faire des dizaines de variantes. D'accord? Donc ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est de comprendre les autres ingrédients, qu'est-ce qui nous amène. 90% du temps, quand vous avez des ingrédients, ça amène soit du sucre, soit de l'acidité, soit du gras. La majorité des recettes donnent ça. C'est un triangle amoureux qu'il faut respecter tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'accord? Essentiellement, si vous avez ça dans votre préparation, ou que vous avez ça à votre table, dans votre assiette, on considère l'alcool aussi, la majorité du temps, ça va très très bien fonctionner. On va y revenir, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est le seul moment où un threesome fonctionne. Essentiellement, vous allez voir, ça a l'air bête, mais le gras, le sucre et l'acidité. Ok, d'accord. Pourquoi on met des carottes dans une sauce? La carotte, ça nous amène quoi? Du sucre, parfait. Qui met du sucre dans sa sauce tomate? Pourquoi? Pour retirer l'acidité. Oui, tout à fait. Si vos tomates, là, il y a un marché public ici. OK? Les tomates, là, dans quelques temps, là, elles vont être belles, bien juteuses, bien belles, bien sucrées. Quand vous allez faire vos sauces tomates, là, j'espère que vous ne mettez pas du sucre parce que c'est écrit dans la recette. Hein? On y goûte, on dit, hop, c'est pas mal sucré. Ça vaut peut-être même la peine de mettre une shot de vin rouge ou de vinaigre pour venir donner un peu d'acidité. Parce qu'on a besoin de cette acidité-là aussi. Tout ce que vous aimez dans la vie comme recette répond à ce fameux triangle amoureux-là. Quand vous mangez un fish and chips, nous, en cuisine, on considère que tout ce qui est poisson et fruits de mer, c'est sucré, c'est doux. Donc, on a du poisson qui est sucré, on a de la panure qui est grasse, et d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Un petit jus de citron sur le dessus. Ou on va rajouter du vinaigre. Ou on va avoir une sauce à base de capre ou de cornichon. Ça nous amène de l'acidité, ou du vinaigre si vous voulez, du gras et du sucre. Ah, tiens, ça marche. L'autre exemple, quelqu'un s'est déjà posé la question, qu'est-ce qu'elles foutaient là, les betteraves, à la cabane à sucre? Non, non, on se bourre la face avec du jambon, des fèves, de la tourtière, il y a de tout. Et il y a des betteraves et des oignons marinés au milieu de la table. Ça, à quoi ça sert? On en prend un, on croque, ça nous nettoie les papilles, puis on en recommande. Et on va reprendre un peu de sirop. On ramène de l'omelette. Ce qu'on veut essentiellement, c'est que cette acidité-là va vous couper le gras. L'acidité va couper le gras, et le gras est bon avec du sucre. Les trois fonctionnent. Si demain vous décidez de faire un plateau de charcuterie à la maison, une belle tranche de pâté, on va vous dire, ok, tu as des crotons là, parfait, mais peut-être une compotée d'oignons à côté, une petite confiture, quelque chose de sucré, puis de l'autre côté, tu vas mettre un petit cornichon, un petit oignon, une petite betterave, quelque chose de vinaigré, ou on va boire quelque chose d'un petit peu pétillant, d'un petit peu acidulé, d'un petit peu tranchant, pour que nos papilles se nettoient. Je mange un peu de pâté, un peu de foie gras, un peu de quelque chose de gras, un croton. Je mange un peu de confiture avec, c'est bon. Puis là, pour pas que mes papilles saturent, je bois une petite gorgée de mon vin blanc sec. Ça me nettoie les papilles et là, je suis prêt à recommencer. En gros, en cuisine, quand on fait une recette, on pense un peu comme, vous savez, le premier rendez-vous, là, on a une petite boule, là. Bon, ben, on veut toujours que ça soit le premier rendez-vous. La deuxième bouchée, elle doit ressembler à la première. La troisième bouchée, elle doit ressembler à la première. Donc, on se nettoie les papilles. Si vous n'avez pas le vin acidulé, si vous avez un vin sucré, on peut très bien prendre une petite salade avec un peu de vinaigre. Là, on va la booster un peu. La salade de choux chez Saint-Hubert, traditionnelle, peut-être pas la crémeuse, là, mais la traditionnelle, elle est acidulée. Ça vous permet de tremper votre poulet dans la sauce, d'en manger 2-3 frites, manger une bouchée de salade de choux et de recommencer. Essentiellement, tout ce que vous aimez et tout ce que j'aime et tout ce qu'on cuisine, ça répond pas mal tout le temps à ce triangle amoureux-là. C'est le fun? Quand vous goûtez quelque chose, souvent on dit, il manque quelque chose. Posez-vous la question à peu près à chaque fois, est-ce que c'est du gras?
Est-ce que c'est de l'acidité ou est-ce que c'est du sucre? Vous allez souvent corriger vos recettes grâce à ça. C'est le fun? Good. Je ne sais pas ce que vous voyez exactement sur l'écran. Ça doit varier là. Mais essentiellement, ça c'est mon côté prof de cuisine. Je vais vous montrer, tant qu'à faire, avant d'attaquer le barbecue, 2-3 techniques de découpe. Ça vous va? Si vous ne les voulez pas, hein? OK. Bon. Vous allez voir que pour moi, savoir couper, c'est la base. Si vous êtes capable d'être efficace dans toutes vos préparations, vous allez avoir du fun à cuisiner plus rapidement. Plus vous allez cuisiner, plus ça va être bon, plus ça va être bon, plus vous allez avoir du plaisir, plus vous allez avoir du plaisir, plus vous allez cuisiner. C'est un cercle vertueux. D'être organisé, c'est le fun. De ne pas être organisé, souvent, ça va vous faire commencer à trouver sa poche. Pourquoi? Je coupe un oignon, je le mets dans la poêle, je commence à le faire sauter. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va au frigo, sort un poivron rouge, commence à couper mon poivron rouge, réalise que mon oignon a brûlé. Ça, c'est pas le fun. Ça, c'est vraiment... Là, ça devient un cercle vicieux. On veut pas ça. OK. Donc, vous allez voir, très simplement, on va commencer. Première étape, planche à découper stable. Évidemment, là, il y a une nappe, mais soit vous avez des petits coins de silicone, soit vous mettez un petit linge humide sous votre planche. Ça va fonctionner à chaque fois. Ce qu'on veut, c'est une planche à découper stable. Ce qu'on veut aussi, c'est une planche à découper qui est au bord de mon comptoir. Souvent, les gens la mettent au milieu, mais d'une, ça va finir par tirer sur votre dos, puis vous n'allez pas être efficace quant à récupérer tous les ingrédients. Donc, vous mettez la planche au bord du comptoir. D'accord? All right. À partir de là, on a notre oignon. On va couper la tête de l'oignon. J'espère que j'apprends rien à personne. On sait jamais. Ici, on a la racine. D'accord? La majorité des gens vont chopper la racine. On la coupe, on l'évacue, merci, bye. C'est beaucoup plus facile, vous allez voir, de la garder jusqu'à la fin. Donc, vous allez venir juste couper une toute petite tranche de racine, très très fin. On n'en coupe pas un gros morceau. Et on retire ce qu'on peut retirer. D'accord? On va faire une entaille avec notre couteau. On va retirer une couche ou deux. Ça a l'air bête, mais essentiellement, essayez d'avoir une poubelle de table à la maison. D'accord? Normalement, moi, ma poubelle de table, quand je suis à la guilde, elle a à peu près ce format-là. Super pratique. Vous prenez un Tupperware, vous pouvez jeter vos déchets, ça se fait très très bien. D'accord? On va retirer une couche de plus parce que l'oignon n'est pas très beau. OK. Donc, je vous disais, hyper important de garder votre racine. Pourquoi? Ça tient l'oignon en place. Regardez, je passe à travers ma racine. Ici, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que plutôt celle-là, celle-là? Toi? Tu vois ici? On voit vraiment la racine. Cette racine, elle tient toutes les strates de mon oignon. Toutes les couches de mon oignon sont tenues par ce petit morceau de racine-là. Si vous le retirez, les couches commencent à se séparer, d'accord? Ça, là, c'est comme le gars qui prenait, ou l'ami qui prenait des notes pour vous à l'école. C'est quand vous étiez absent. On sait qu'on ne le mangera pas, qu'on ne va pas le garder comme ami à la fin, mais on le garde pendant toute la durée de nos découpes. D'accord? Ceux qui ont fait l'université, ils se souviennent, il y avait toujours quelqu'un qui prenait des notes. Puis là, il y en a certains qui réalisent que c'était eux qui prenaient des notes. Là, tu dis, j'étais l'ami qui prenait des notes, moi. Donc, essentiellement, j'ai ma racine ici, le plus loin possible. Je sais pas, quoi que vous ne voyez pas de toute façon en haut, hein, le plus loin possible. Ce qu'on vient faire, c'est des entailles. Alors, ce que j'ai fait essentiellement, c'est un peigne. D'accord? Essentiellement, j'ai fait des entailles sans jamais toucher ma racine. Vous gardez votre racine, vous faites vos entailles. Ça vous va jusque-là? À partir de là, je peux faire une découpe à l'horizontale. Faire ma découpe à l'horizontale, je vais amener mon oignon au bord de mon comptoir ici. Et je vais pouvoir faire ma découpe. Je ne vais pas toucher ma racine. Je passe à travers. Tu peux te rapprocher, hein, si tu veux, et pas peur. J'ai mangé, je ne te mordrai pas. Donc, j'ai fait ma découpe à l'horizontale. Vous avez vu que j'ai amené mon oignon au bord. Parce qu'ici, là,
si j'essaie de faire ma découpe, ma main m'empêche de... Là, je peux choisir ma hauteur. Donc, vous sortez le manche. D'accord? Vous sortez le manche du couteau. Il y en a qui ont l'esprit déplacé, là. Donc, on pince notre lame entre notre pouce et notre index. Les 3 derniers doigts que vous avez, vous les mettez sur le manche. À ce moment-là, vous êtes en contrôle de votre couteau. Tout ce qui vous reste à faire, avancer, 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 avancer. D'accord? Ça nous permet, David, je te demandais, on va juste déplacer ça ici, tant qu'il y a juste le pousser, ou sinon tu l'amènes là-bas, juste se dégager un peu la vue ici. Donc, en gros, on avance, on avance, on avance, tout simplement, d'accord? Cette main-là, elle me sert de guide. Ce que je veux, c'est que mon couteau glisse sur mon doigt. Je ne tiens pas mon ingrédient comme ça, là. Je le tiens avec le bout du doigt, mais la lame, elle va glisser sur ma phalange. Tout simplement. D'accord? Vous connaissez peut-être l'adage qui dit « Gardez vos amis proches et vos ennemis encore plus proches ». Je veux savoir où il est mon couteau. D'accord? Je n'ai pas besoin de regarder, je sais où il est. Il est collé sur mes doigts. D'accord? Vous gardez les doigts légèrement vers l'intérieur, un peu comme une griffe de chat. Ce qu'on veut, c'est que ça revienne vers l'intérieur, comme ça, le couteau peut frotter sur la phalange. Vous pouvez faire ça sur un doigt, sur 2 doigts, mais ça va frotter tout le temps sur la phalange. C'est bon? Good. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous lâchez un whack, puis vous la posez la question là. Hein? C'est bon? On pose, on avance, on pose, on avance. Toujours, c'est un mouvement vers l'avant. Les gens ont tendance à faire. D'accord? Ça là, c'est écraser son oignon. Ce qu'on veut, c'est avancer la lame, utiliser le tranchant de la lame. D'accord? Ça, c'est une hache. Ça, c'est un couteau. D'accord? OK? Messieurs les pompiers, ça, c'est une hache. OK? Bon, la retaille d'oignon, aujourd'hui, on va l'évacuer. Normalement, vous gardez toujours des contenants pour pouvoir récupérer vos ingrédients. Donc, vu que j'ai ma planche sur le bord, c'est assez simple de ramasser mes ingrédients rapidement comme ça. D'accord? Mes petits oignons, on les garde pour plus tard. C'est bon. On fait une découpe de plus de l'ail. Souvent, on va prendre une gousse, on va la hacher, on la prépare. Le reste de la tête, on l'oublie, ça sèche, ça germe. Soit il fait trop humide, soit il fait trop sec. L'hiver, il fait sec, l'été, il fait humide. Au final, on perd l'ail à peu près tout le temps. D'accord? Bon. Qu'est-ce que je fais? J'achète plusieurs têtes d'ail quand c'est la saison. Ça s'en vient, là, la saison de l'ail. Je passe à travers 10 têtes d'ail. Je les épluche toutes. Je les mets dans un robot. Canadian Tire en vend des très bons. Vous mettez les gousses d'ail, de l'huile. Prenez l'huile que vous voulez, l'huile de canola, l'huile d'olive. On fait une belle purée d'ail. On met ça dans un pot de plastique et on envoie ça dans le congélateur. Quand j'en ai besoin, je prends une cuillère, je gratte, j'envoie ça dans mon sauté, dans ma préparation, dans ma sauce. Essentiellement, vu que je mets 50% d'huile, 50% d'ail, ça ne va pas geler dur. Ça va geler à peu près comme une crème glacée. Donc, ça me permet de gratter. Et ça me permet d'avoir de l'ail qui goûte l'ail toute l'année. Là, vous me dites, OK, tu vas acheter 10 têtes d'ail. On s'entend que je vais passer l'après-midi à les éplucher le grand? Bon. Le plus simple, c'est de poser la main. Une main, 2 mains, ça dépend. D'accord? Moi, je mets une main, j'ai le poids d'un frigo, c'est facile. Hein? On écrase, on tourne. Pas fait grand-chose, là. On écrase, on tourne. On écrase, on tourne. On y va doucement. Je pourrais l'écraser d'une shot. Je ne veux pas l'écraser d'une seule shot. J'écrase, je tourne, j'écrase, je tourne. Prenez votre temps. OK. Ce qui est intéressant, c'est que mes gousses d'ail, elles sont déjà pelées. Il y a juste à les... Des fois, elles vont... Là, on l'a mis dans la glacière, donc il a pris un peu d'humidité. Mais essentiellement, la majorité des gousses d'ail n'ont plus qu'à sortir de leur chemise, tout simplement. On s'entend qu'on sauve un peu de temps par rapport à la technique traditionnelle qui est de couper, peler, etc. D'accord? Juste de faire ça, là, c'est plus de temps de télévision, c'est le fun.
OK? Si jamais c'est pas pelé, il y en a quelques-unes des fois qui se pèlent pas. Comme je vous dis, là, ça colle un peu plus parce que elles ont pris l'humidité. Mais vous, les vôtres, à la maison, quand vous les achetez, elles vont être bien sèches. Donc, vous le rapprochez du bord, vous écrasez, et ça sort très très bien si jamais elles n'ont pas été pelées correctement la première fois. Ça vous va? OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon petit pot, je récupère. Comme je vous dis, d'habitude, j'ai une plus grosse poubelle de table, mais voilà. Ça, c'est bon. Gousse d'ail. Elle est juste moins pratique, mais c'est parfait. Si ça sent la poubelle pendant la démo, c'est lui, hein? Donc, essentiellement, ma gousse d'ail, je vais venir l'écraser. Quand je veux l'écraser, si je fais ça ici, je fais pas grand-chose, là. D'accord? Parce que mes doigts bloquent. Encore une fois, on sort le manche. 50%, t'as raison. 50% de la job est faite. Si je veux partir ça dans un braisé, dans une sauce, je l'envoie directement comme ça, il n'y a pas de problème. Pas besoin de le faire plus fin. Une soupe, ça va mijoter, vous allez la blender à la fin, merci, bye. Si jamais vous voulez hacher ça plus fin, passez à travers. Ça vous va? On passe ça, d'accord? Je vous ralentis, comme ça tout le monde voit bien. OK? Qu'est-ce qu'il y a? Alors le germe, on va le retirer que s'il est gros, s'il est vert, et si je fais une préparation qui est crue. Quand vous achetez de l'ail qui est relativement jeune, il n'y a pas de germe à l'intérieur, il y a un petit filament, c'est rien, ça n'a pas besoin de le retirer. Quand il est gros et vert et qu'il commence à sortir, retirez-le. D'accord? Donc, mon ail, je peux le mettre directement avec mes petits oignons ici, pas de problème. On va les utiliser en même temps. Vous allez voir que avec la poubelle de table, il y a toujours un petit linge qui vient. D'accord? Comme ça nous permet... Hop, 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 hop. Non, ça. Ça nous permet de venir nettoyer facilement notre planche à découper. Je vous assure que si à chaque fois que vous sortez votre planche, vous sortez vos couteaux, vous sortez une lingette, vous sortez une poubelle de table, vous allez vous sauver du temps. Ça a l'air bête, mais à chaque fois, vous allez sauver 5 minutes à tous les jours, tant que vous ferez à manger. OK. À partir de là, ça c'était ma petite portion de découpe. Je voulais juste vous donner 2-3 techniques. Essentiellement, vous allez voir que la tenue du couteau, de pincer la lame et de mettre les 3 doigts sur le manche, vous allez être en contrôle de votre couteau. Quand on fait ça, ça marche, mais souvent on va avoir tendance, la lame, elle n'est pas si tenue que ça et elle risque de glisser. Alors que quand vous faites une tenaille et que vous le tenez fermement, ça ne bouge plus. D'accord? Merci David. Je le loue pour la maison si vous voulez. Faut le nourrir, mais il est le fun. Alors, c'est une bonne question. Monsieur pose la question, pour ceux qui n'ont pas entendu, quand je coupe un oignon ou n'importe quel ingrédient, comment ma main avance ou mon ingrédient avance? Regardez, c'est bien simple. Première, vous allez voir, vous allez faire ça en rentrant à la maison. Vous allez prendre votre couteau, vous allez le pincer, mettre les 3 derniers doigts, si vous en avez 3. Si vous en avez 2, vous en mettez 2. Hein. Non, parce que des fois, il y en a, c'est des excuses pour ne pas travailler, là. On pince, OK. Faites déjà ça, ce mouvement-là. Vous vous entraînez à vide, pas d'ingrédients, pas de doigts. D'accord? OK. Quand vous avez pris ce mouvement-là, là, vous rajoutez votre main. Vous la posez. Le doigt, il revient vers l'intérieur. Évidemment, on ne veut pas se couper. Et on fait ça. Mobile. Là, je suis fixe. Je ne bouge pas. Excusez-moi, pas mobile. Fixe. Je ne bouge pas. Et là, je commence à avancer. Qu'est-ce qui se passe quand je veux avancer? Ma main, ici, se referme. Se referme. Donc, en gros, j'ai mon pouce ou simplement mes doigts qui se déplacent. Mes doigts, ils n'ont pas besoin d'être enfoncés dans l'ingrédient à me faire péter la grosse veine du front, là. Souvent, les gens sont comme... Il n'y a pas besoin de forcer. Un bon couteau, vous achetez, vous entretenez régulièrement vos couteaux, vous n'allez avoir aucun problème à les garder longtemps.
et à ne pas avoir à forcer. À partir de là, ma main se referme. D'accord? Donc ma main fait ça, mon pouce se déplace, ma main... L'ingrédient ne bouge pas. Je le mets dans la longueur et tout ce que je fais, c'est déplacer ma main. Ma main, elle se déplace toute seule. Soit le pouce aide à avancer, soit simplement mes doigts reculent tranquillement. Vu que je n'ai pas besoin d'appuyer sur l'ingrédient, mon doigt, il sert de guide essentiellement à mon couteau. C'est bon? D'autres questions? Il y avait une photo. OK, good. Maintenant, conseil barbecue. Avant de passer à la recette, je voulais juste passer en revue 3-4 conseils importants au niveau du barbecue, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous les connaîtront déjà, ces trucs-là, mais je pense que ça peut valoir la peine d'en discuter un peu. Là, j'ai un magnifique barbecue, c'est le fun. Essentiellement, première étape, cuisson directe, cuisson indirecte, ça vous dit quelque chose? OK. Question. Oublions le barbecue pour l'instant. À la maison, je fais cuire un steak. Monsieur, faites cuire un steak à la maison. Comment vous le faites? Comment vous le faites cuire? Dans la poêle. Aller, retour, OK. Deux fois. Deux fois. Quand le sang est sur le dessus, je le retourne. Quand le sang est sur le dessus, que c'est déjà bien trop cuit, vous le retournez. Non, pas trop cuit. Bon, donc vous le faites à la poêle. OK. OK, tout le temps sur le barbecue. OK, parfait, mais en cuisson directe, comme ça. Monsieur là-bas, derrière, avec la casquette, vous faites du barbecue? Mais à la maison, est-ce que vous cuisinez un peu? Oui. OK. Vous ou votre femme, comment vous faites votre steak? Feu fort. OK, feu fort. Oui, c'est ça. Le steak, OK, moi, c'est bien cuit. parfait. On l'oublie, on prend une bière. C'est ça. Et on tourne de bord. On le retourne de bord. Parfait. Ça. Madame, vous faites cuire du saumon de temps en temps, du poisson? Ça arrive? Pas trop souvent? Non. Non? Comment vous le feriez si vous aviez à en faire? Sur le barbecue, Non? Dans la poêle ou à la maison? à la maison, je le ferai au four. Vous le feriez au four, directement au four, merci bye? Non, ben au four avec un petit assaisonnement. Petit assaisonnement, parfait. Je le ferai au four à peu près selon l'épaisseur. Ça dépend Quelques de minutes au l'épaisseur. four, merci bye. Ouais. OK, parfait. Écoutez, c'est bien simple. 80% des cuissons que vous faites, votre steak, votre pavé de saumon, votre côte de porc, votre whatever what, dès que c'est pas délicat et fin comme une escalope de veau, ça doit être saisi dans une poêle et mis au four. C'est presque tout le temps ça. Vous pouvez mettre la poêle au four, vous pouvez mettre une plaque au four. En gros, mon gros steak, dans la poêle bien chaude, je le saisis, 1 minute et demie, 2 minutes. Je le retourne, 1 minute et demie, 2 minutes, je le mets dans une plaque et je l'envoie au four. Je vais le laisser selon l'épaisseur, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 minutes, 12 minutes au four. Ça s'appelle, d'habitude 400, 425. Ça s'appelle cuisson directe, cuisson indirecte au four. OK. Donc, la majorité de vos cuissons, ça doit être ça. À part une escalope de veau, un petit filet de poisson délicat, on le passe dans la poêle, on le mange tout de suite, merci, bye. Cette technique-là, déjà, ça vous donne quelque chose de super intéressant. Vendredi soir, quand vous faites votre repas du soir en famille, là, vous avez des côtes de porc, vous faites griller vos côtes de porc, puis demain, samedi, vous recevez du monde en visite à la maison. Vous allez faire des poitrines de poulet. Rien ne vous empêche de colorer vos poitrines de poulet tant que la cuisinière est sale, de les mettre sur une plaque, puis de les mettre au frigo. Demain, quand vos invités arrivent, vous sortez votre viande pour qu'elle tempère, qu'elle remonte en température. Tout ce que vous avez à faire quand vous êtes prêt à passer à table, c'est mettre votre viande au four. C'est comme ça que fait un traiteur. Quand on sert 500 personnes, 1000 personnes, nous on a un service traiteur, on colore nos viandes d'avance, 1 journée, 2 journées d'avance. Elles sont mises sur plaque, réfrigérées, et quand on est prêt à servir, on envoie le tout au four. Ça devrait vous accélérer pas mal de choses. Je reviens au barbecue. Cuisson directe,
Cuisson indirecte. Dès que j'ai des brûleurs à gauche, des brûleurs à droite, j'allume le tout, je mets mes saucisses, je mets mon poisson, je mets ma viande à saisir, feu fort, barbecue très costaud, très, très chaud. Je saisis 1 minute, 2 minutes, je retourne, je saisis 1 minute, 2 minutes, je coupe les brûleurs à droite et je déplace toute ma viande où il n'y a pas de chaleur. Et là, je ferme mon couvercle. Je viens de transformer mon barbecue en four. Donc en gros, j'ai saisi comme j'étais à la poêle et ensuite j'ai envoyé au four. J'ai simplement décalé ma viande où il n'y avait pas de flamme et j'ai fermé mon barbecue. Ça, c'est la première notion que vous devriez avoir. Vous allez avoir des viandes plus juteuses, beaucoup plus agréables. Elles peuvent être bien cuites, c'est pas grave, mais elles seront beaucoup moins sèches que si vous les faites cuire d'un bord pendant 5 minutes, cuire de l'autre bord pendant 5 minutes. Vous allez avoir, le temps que la chaleur se rende au centre, vous avez brûlé, vous avez trop cuit votre viande, vous avez asséché votre viande. D'accord? OK. Quand on utilise un barbecue, qu'est-ce qu'on veut avoir comme il y a un bruit là, il y a le pshhh, hein? Tout le monde le cherche ce bruit-là. Hein? C'est important ce bruit-là. Une fois. En gros, quand je pose ma viande sur mon grill, je veux entendre le pshhh. Mais je suis certain qu'il y en a certains d'entre vous qui font une erreur. Je vais vous caricaturer un peu là, mais j'ai posé mon steak une première fois, il a fait pshhh. Puis là, d'habitude, il y en a qui le font? Est-ce qu'il y en a qui le font? Vous n'osez pas lever la main, hein? Il le fait, hein? C'est vous qui le faites? Essentiellement, le deuxième pshhh, oui, quand on le retourne sur la grille, on aimerait avoir ce pshhh. Mais quand vous appuyez dessus, là, ce bruit-là, on le trouve le fun, mais il sert à quoi? Il sert à rien, il sert à assécher votre viande. C'est quoi ce bruit? C'est du jus qui sort de votre viande et qui s'envoie directement sur la flamme. Waouh, bravo champion! Tu t'es payé une grosse côte de porc, un beau truc bien tendre, bien juteux, puis tu es en train de la sécher comme une vieille galette. Ça vaut pas la peine. Donc, premier truc, on n'écrase pas sa viande, ça la cuit pas plus vite. D'accord? OK. Deuxième chose, le pic. 90% du temps, vous n'en avez pas besoin. Vous ne l'utilisez pas. Ça peut servir à piquer les saucisses pour qu'elles dégraissent un peu. Si vous avez acheté de la saucisse qui est un peu grasse, souvent à mi-cuisson, on va la piquer. Comme ça, le gras va sortir. Comme ça, on va se retrouver avec une saucisse un peu plus maigre. Mais en dehors de ça, on ne pique pas la viande pour la retourner. Si vous piquez votre viande pour la retourner, ben vous êtes en train de faire des trous dans sa croûte et le jus va sortir. Donc, on essaye de garder ça le plus scellé possible. OK. Autre petit conseil barbecue, qui connaît ça? Il y en a certains qui connaissent ça? Vous connaissez pas ça? Ça, c'est très le fun, très très le fun. Je vais vous montrer un truc. C'est très très le fun. Pourquoi c'est très le fun? Essentiellement, c'est du beurre de cacao mi-cryo. Ça vous dit quelque chose? Non? C'est le seul corps gras sec qui existe sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça marche pour le barbecue, ça marche pour les cuissons à la maison, d'accord? Ce gras-là, là, c'est du gras. Regardez, ça a l'air sec, mais en fin de compte, quand on lui donne un peu de chaleur, c'est du gras. Oui, madame. Je m'en viens avec ça. Pas encore, je pense pas. Ça pourrait, mais pas encore. Essentiellement, du beurre de mi-cryo. Dans la région, je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait aller sur micrio.ca. Ils ont 200, 300 points de vente au Québec. Il y a beaucoup d'IGA, beaucoup de métros qui vendent. Zéro cholestérol, pas de matière lactée, aucune saveur. Et surtout, c'est un gras sec. OK, un gras sec, ça me sert à quoi? Ça sert que, là, je veux saisir ma viande. Qu'est-ce que je fais? Je pose mon rack. Je saupoudre. Tout ce qui colle,
c'est la matière grasse nécessaire pour faire ma cuisson. Pas besoin d'en avoir plus. Donc dans ma poêle, quand je cuis mon steak, mon poisson, mes aubergines, mes champignons, je les saupoudre et je les envoie directement sur le grill. Si je veux être sûr que mon grill ne colle pas, je peux aussi prendre ça puis en mettre sur mon grill. Ça m'évite d'avoir à le huiler. J'adore ce produit-là. Mes champignons, quand je les passe là-dedans, mes champignons vont colorer. Je vous laisserai la bouteille ici, vous pourrez voir après tout à l'heure. Ils vont colorer, ils ne vont pas lâcher d'eau, ils ne vont pas pomper de gras. Ils vont goûter le champignon cuit. C'est vraiment, vraiment le fun comme produit. D'accord? Donc, on démarre. Vous avez vu, j'ai commencé à saisir mon premier rack. Mon petit truc, avant ça, quand on fait un rack ici, on peut le dégraisser, d'accord, si on a du gras qui dépasse. Mais essentiellement, tout le long ici, ce qu'on veut, c'est que nos saveurs puissent pénétrer, d'accord? Il y a une membrane tout le long ici, d'accord? Première étape, d'habitude, c'est passer le couteau le long des côtes. On est à l'intérieur de la... Et de venir chercher cette membrane-là et de venir la tirer, d'accord? Donc vous prenez un peu de temps pour venir gratter le long de l'os cette membrane-là et on va venir la tirer quand elle veut bien venir. Vous pouvez venir le long de l'os ici, tirer un bord. Allez ma cocotte. Mon couteau est tellement bien aiguisé que ça tire, ça coupe ma peau. Mais vous allez venir la retirer, d'accord? Il y a une membrane qu'on retire. Vas-y, viens. Après, vous allez voir, on va y arriver. Après, peut-être que je me débat pour rien parce que elle avait peut-être été retirée en bonne partie. Je n'ai pas regardé sur l'autre, c'est peut-être sur l'autre qu'on l'avait laissé, mais essentiellement, vous avez une petite membrane. D'habitude, ça se décolle très très facilement. Donc, normalement, on a dû peut-être la retirer sur celle-là. Quoique. Ok. On va essayer de passer. Mes couteaux sont très aiguisés. Alors, dès que ça touche la membrane, voilà. Il faut juste arriver à passer les doigts dedans. Quand vous avez une prise, vous allez tirer sur la membrane comme ça, tout le long, d'accord? Et elle va venir au fur et à mesure. Vous voyez ici? On tire la membrane et on la retire. D'accord? Ça, ce qui est intéressant, c'est que si vous ne le retirez pas, malheureusement, vous allez vous retrouver à avoir une viande qui ne va pas prendre de saveur de votre marinade en bonne partie. Vous voyez, on tire ici. Je vous disais, il vaut mieux le faire à la main qu'avec un couteau trop aiguisé. Et on tire sur la membrane. Ça vous va? Donc, si vous voulez que votre côte levée prenne de la saveur, malheureusement, il faut faire ça tranquillement. Vous pouvez demander à votre boucher, il va le faire. Ça se fait assez bien normalement. Avec les doigts, c'est presque plus facile qu'avec le couteau. Voilà. On tire. J'aurais dû me laisser pousser les ongles. Ok. Good. À partir de là, encore une fois, on pose. On peut venir saupoudrer avec notre corps gras. Si j'en mets trop, là je vais en mettre beaucoup là. Si j'en mets trop, qu'est-ce que ça fait? Tout l'excédent reste dans la panne. Je peux l'utiliser pour un autre. On dépose sur le grill. Ici, on va récupérer notre autre côte. Ce qu'on veut, je ne veux pas donner une cuisson complète là. Ce que je veux, hop là. Excuse. Ce que je veux essentiellement, c'est colorer un petit peu ma viande. Juste lui donner un petit peu je veux juste la saisir légèrement, d'accord? Je cherche pas à avoir une grosse coloration. À partir de là, une fois que ma viande est colorée, je la dépose ici. On va attendre que l'autre démarre. Et là, on va se faire un rub. Le rub que j'ai envoyé, la marinade que j'ai envoyée à la mairie, c'est une marinade avec du miel, du sambalolek et miel, sambalolek et il y avait de la bière, je pense.
Là, je vous en donne une autre. On va démarrer avec oignon et ail, d'accord? Oignon et ail directement. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir des côtes levées qui soient vraiment tendres? Oignon, ail. Je rajoute du romarin, d'accord? Ça, c'est le romarin, vous devriez toujours le faire sécher. Achetez le frais, faites-le sécher et vous l'utilisez comme ça. Il est beaucoup plus aromatique que du romarin frais, d'accord? Plus on retire l'eau, plus les huiles essentielles se concentrent. Donc, on a notre romarin, on a du thym, d'accord? Coriandre, coriandre moulu, pas de la coriandre fraîche, d'accord? Pas la feuille, la graine. Cassonade, une belle quantité de cassonade. Ça, c'est du piment de Cayenne. Vous y allez au goût. Vaut mieux en mettre un peu, en rajouter, que se retrouver à en avoir trop mis dès la première fois. D'accord? Moi, j'aime ça piquant. On en rajoute un peu. Paprika. Pour l'instant, on n'est pas trop loin, là. Ça va? Paprika. Ok? Fumé ou pas fumé? Prenez celui que vous avez. Fumé va donner une complexité un petit peu plus profonde. Si vous aimez ça fumé et que vous n'en avez pas du fumé, liquid smoke, ça peut fonctionner aussi, d'accord? Ma viande est suffisamment saisie. Je dépose ça ici. Parfait. Donc, on a mis nos herbes, on a mis notre paprika. On a du fond de veau, d'accord? Ça peut être du bouillon de poulet, ça va fonctionner. Si vous avez accès à du fond de veau, achetez du fond de veau. Ils en vendent souvent à la boucherie en rayon congelé, d'accord? Ils vont souvent le vendre congelé. Fond de veau. En gros, qu'est-ce que je suis en train de faire tout à l'heure? Je vous en ai parlé là. Fond de veau. Vinaigre. Oui, tout à fait, ça va fonctionner. Jus de citron au lieu du vinaigre, ça va fonctionner. Ça va changer le goût, mais ça va respecter le même équilibre aromatique. D'accord? Donc ça fonctionne. Donc, de la bière. Nous, c'est une bière brune. D'accord? C'est une lef. On vient en mettre une ou deux. On en prévoit toujours 4. Il y a beaucoup de choses à oublier. Il travaille avec un Français. Donc, on récapépète. Oignon, ail, cassonade, paprika, piment de Cayenne, thym, romarin. Vous n'avez pas de romarin, vous n'avez pas de thym, vous avez des herbes de Provence. À un moment donné, là, c'est la même chose. Si j'avais pas de bière, je pourrais mettre du jus d'orange là-dedans, ça fonctionne? Jus d'orange cuit, c'est amer. La bière, c'est quoi? C'est amer. Ok? Vous voyez à peu près la logique? À un moment donné, posez-vous la question, qu'est-ce que ce truc-là m'amène? Ah, il m'amène ça. Ah bah, je peux en mettre. Vous comprenez? Nous, on rajoute un peu de moutarde si vous avez accès à du Réfort. D'accord? C'est très très bon aussi. Mais une bonne moutarde forte, moutarde de Dijon, on en met quelques-unes. Vous allez avoir les proportions dans la recette. Hein. Mais en gros, encore une fois, ça dépend un peu si c'est fort ou pas. Vous avez peur que ça soit trop fort, hein, madame? C'est ça, elle est comme ça, elle est comme ça va être dégueulasse. Oh mon Dieu, que ça va être dégueulasse. Oh, je vais pas y goûter. Un peu de sel. Un peu de sel. Si vous voulez avoir l'air fancy, vous pouvez faire ça à la Louis-François Marcotte. Faut juste casser le poignet. Martin Junot. Martin Junot, c'est un chum. Ben non, mais on a tous nos petites habitudes. Moi aussi, j'ai les miennes. Mais il fait ça très bien, Martin Junot. Ah, c'est qui est beau, hein, Martin Junot? Alors,
Si vous voulez mélanger, mais c'est pas obligatoire, ça va se mélanger à la cuisson. En gros, on fait braiser nos côtes. Vous vous souvenez qu'il y a plusieurs techniques, et il y en a plein des techniques pour faire des côtes levées, d'accord? On pourrait très bien prendre nos côtes levées, les emballer dans une papillote de papier d'aluminium, mettre un peu de liquide, les envoyer sur le barbecue à feu indirect, les laisser cuire pendant 3-4 heures, elles vont être bonnes. On peut les faire bouillir. Mais à un moment donné, on les fait bouillir, puis après on les badigeonne de sauce barbecue, puis on les met sur le grill. Pourquoi pas les faire cuire dans une sauce barbecue? Mettez ce que vous voulez dans votre sauce. J'aurais pu mettre du ketchup au lieu de la cassonade, ça fonctionne aussi. Je peux mettre des épices à ketchup. Je peux mélanger pas mal de choses. Je peux mettre des épices à steak aussi, ça marche très très bien avec les côtes levées. En gros, on fait un braisé qu'on va venir emballer dans du papier d'aluminium. J'ai un porteur de papier d'aluminium, merci. J'ai l'air d'une princesse. Merci. Je dépose ça là-dedans. Ça pourrait partir au four. D'accord? Mais sinon, ça va très très bien sur le barbecue. On le dépose sur le barbecue. On coupe le feu. On ferme. On coupe le feu à gauche. On laisse les brûleurs à droite. Et je laisse rouler ça pendant 3 heures. Si vous voulez, en gros, entre 250 et 300 degrés. Si vous voyez que vous êtes trop fort, baissez votre feu. On veut toujours rester entre 250 et 300 une fois le couvercle fermé. Ça va cuire comme ça va braiser notre côte. Elle va être magnifique, elle va être tendre. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça, c'est la magie de la télé. Merci. Maintenant, je les prends bleus parce qu'en public, des fois, ça rappelle des souvenirs à certains. Je les prends noirs, plus bleus. Il y avait des gens qui se mettaient en boule, se mettaient à pleurer, là. Donc, non? Peut-être? Non? Comme, parle pas de ça, hein. Tu fais de la bouffe. Bon, nos côtes, une fois qu'elles sortent, on a un jus de cuisson. Ce jus de cuisson-là, il ressemble à ça. Il est liquide. Il s'est évaporé en partie, mais il est liquide. Si vous voulez en faire une sauce plus sirupeuse, vous le mettez à bouillir, vous le laissez cuire. Ça va vous donner une sauce beaucoup plus sirupeuse que vous allez pouvoir utiliser. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Regardez juste pour vous montrer, là, les côtes. OK? Puis c'est vraiment bon, là. Souvent, ce qui manque, c'est juste une petite affaire. T'as des napkins? T'as pas de napkins? Donc, normalement, juste une. Ah, attends. Mets-la là-dedans. Tiens. Vous allez y goûter. Alors, essentiellement, ça, normalement, quand c'est prêt, quand ça sort, on le laisse refroidir. Et ensuite, on va venir, j'ai les mains toutes beurrées, on va venir le déposer sur le grill et on peut le badigeonner avec un petit peu de sauce. D'accord? Moi, il y a un nouveau produit qui est sorti il y a quelques temps, qu'on trouve chez Canadian Tire d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Vous connaissez ça? Cookina. Très chouette. Au lieu de faire brûler vos affaires, puis que ça colle, puis que... Parce que là, on a du sucre autour, là. Ça risque beaucoup de coller. Le mieux, c'est d'installer... Je vais sortir ma panne, juste pour... Ça sert à rien, là. Vous avez compris le principe. Ben, je dépose ma toile directement sur mon grill. Quand j'ai des choses sucrées, avec beaucoup de sauce, etc., et je viens déposer directement mes côtes levées là-dedans pour que ça réchauffe d'une et que ça caramélise. Donc, qu'est-ce que je fais d'habitude? Je dépose ça, je reprends ma sauce, je peux rajouter du sucre là-dedans, puis je viens tout simplement badigeonner mes côtes levées avec ma sauce un peu vinaigrée. Tout simplement comme ça. C'est bon? Ça vous va?
Alors, côtes levées comme ça, elles vont être très très bonnes à manger directement comme ça. Là, je me suis dit, tant qu'à faire, on va leur montrer autre chose. Ça va? Vous avez encore un peu de temps là? OK. Vous avez la soirée? OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Merci. On va se récupérer ça tant que c'est pas trop chaud. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors, ceux-là, on peut les oublier, ils vont caraméliser tranquillement. On reprend des gants, tant qu'à faire. C'est les gants de tatoueurs. Ou de mécaniciens, non? Il y a des mécanos qui utilisent ça, non? Au garage, ils doivent... ouais. On en trouve chez Canadian Tire, des gants noirs comme ça? Ouais? Bon. Hein, vous avez l'air cool avec ça. Je dirais qu'on se prépare pour une opération spéciale. Moi, ce que je vous propose, c'est en réalité quoi faire avec vos restants de côtes levées. Vous faites un gros party, demain, tout le monde en mange, il reste 4-5 racks. On s'entend qu'on a peut-être envie de manger autre chose le lendemain. On décroche la viande. D'accord? Ça, c'est du porc du Québec. Achetez du porc du Québec, tant qu'à faire, s'il vous plaît. Vous allez voir la qualité de la viande, le taux de gras, la taille aussi des morceaux. Souvent, ça va être un petit peu plus petit parce qu'on vous donne du porc, des porcs qui ont une taille quand même raisonnable. C'est pas de la grosse truie. Vraiment, là, ça vaut la peine. Non, mais nous, on le voit à la taille des joues. Moi, je fais beaucoup de joues de porc. Et la joue qu'on reçoit des États-Unis, elle est grosse comme ça, la joue de porc. La joue du Québec, elle est grosse comme ça. Il y a un monde. Et au niveau du goût, ça sent vraiment la différence. Donc, vous avez vu comment la chair s'est décrochée des os. Là, j'ai pas eu à forcer. Ils sont nets, propres. Il n'y a même pas besoin de les suçoter, là. Donc, à partir de là, on s'assure d'avoir... Attendez, bougez pas, je vais virer ça. On va s'en retirer un. Est-ce que tu as encore mon couteau? Ou pas? Mon couteau? En gros, vous allez prendre votre couteau, vous assurez... Ouais, le gros, tant qu'à faire. Ça se passe bien ici. Parfait. Alors, vous venez hacher votre viande assez fin. OK. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Je vais en reprendre un. À la maison, vous n'êtes pas obligé de mettre des gants, là. Alors, on vient former une belle petite boule avec. D'accord? Pas trop compliqué jusque-là? On la passe dans la farine. OK? C'est bon? On la passe dans l'œuf battu. C'est bon? Et vous choisissez une chapelure de pain. Moi, j'ai choisi une chapelure panko. Très simple à chaque fois. Normalement, faites vos boules d'avance. Vous pouvez même les réfrigérer si vous voulez, ça peut être plus rapide. Après, pour les passer dans la farine et tout, quand tout est bien froid, dans l'œuf. Et dans la chapelure. Vous connaissez la chapelure panko? C'est une chapelure de pain un petit peu plus croustillante. Quand est-ce que je l'utilise et quand est-ce que je ne l'utilise pas, cette chapelure-là? Si je fais quelque chose qui risque de couler, je fais du fromage, des mozzarella sticks, panko, pas trop. Chapelure de pain. Pourquoi? Parce que je vais avoir une panure très fine, très dense, qui va faire une croûte. Si j'utilise du panko, mon fromage va couler à l'extérieur. Donc, ça marche pour tout ce qui ne lâchera pas de jus. À cette étape-là, ça se congèle. On peut le congeler, le garder juste à temps qu'on ait de la visite. Qu'est-ce qu'on fait? Une casserole avec un peu d'eau, avec un peu d'huile. Les pompiers n'aiment pas trop ça. Achetez-vous une friteuse. Cuisinart, souvent, Canadian Tire, ils l'ont, Cuisinart.
Elle ressemble à une cuisinière, à une friteuse pro. Ça vaut la peine. 100 $, je pense. Ça doit valoir 100 $. Achetez-vous ça, beaucoup plus sécuritaire. Pourquoi? Ça ne dépasse pas 375 degrés. Au-dessus de 375 degrés, l'huile, ça devient vraiment dangereux. Ça peut flamber tout seul. OK? Gros problème avec l'huile, avec les friteuses. C'est quoi le principal accident avec les friteuses? Un petit conseil, prudence. Quand vous faites des frites, c'est quoi qu'on nous a appris? On pèle nos pommes de terre, on taille nos frites ou nos pommes de terre, nos petits cubes, on les rince sous l'eau, puis on les met dans... Non? Faut les assécher. Ça, c'est notre grand-mère qui faisait ça. Elle faisait pas ça pour rien, là. Elle lavait le linge à la main, là. C'est que si elle utilisait un torchon, c'est qu'il était nécessaire. OK? Pourquoi? Parce que la majorité des gens laissent leurs pommes de terre là, le temps que la visite arrive. Quand la visite arrive, les pommes de terre, elles ont l'air sèches. On prend la friteuse et on envoie ça directement dans la friteuse. Là, il y a 150 ml d'eau qui tombe dans la friteuse. L'eau, qu'est-ce qu'elle veut faire? Dans le meilleur des cas, elle déborde. Dans le pire des cas, elle explose. Elle veut sortir. Et là, ça explose. Il y a de l'huile à côté du feu. Ça flambe. Merci, bye. On est parti. On est obligé de les appeler. Ça gâche leur soirée. OK. Donc, friteuse, hyper pratique. Il faut faire gaffe. C'est tout. On met des règles. On met un périmètre de sécurité autour. Si vous voulez faire ça à l'extérieur sur la terrasse, parfait. On fait attention à ce qu'on fait. Maintenant, la majorité des friteuses ont des câbles qui s'auto-débranchent. Vous prenez les pieds dedans, ça tire tout seul. On ne remplit pas au-dessus de la limite. D'accord? Parce que sinon, ça déborde. Mettez toujours une plaque en dessous, une plaque de cuisson en dessous. Comme ça, si jamais ça a tendance à déborder, ça déborde dans la plaque. Ce n'est pas dramatique. Vous n'essayez pas de le récupérer. Comment on coupe le feu sur une huile qui flambe? On jette de la farine? Du sel? Un couvercle? Monsieur, il a dit du sel. Ne le laissez pas cuisiner. Normalement, on couvre le feu. C'est bien ça, messieurs? OK. Petit conseil. J'ai vu ça sur une vidéo de pompiers. La friteuse flambe. Ils prennent quelque chose, ils font ça. Ils relèvent, ça flambe encore. Ils font ça, ça flambe plus. J'ai vu une vidéo, je ne sais pas si c'est vrai, ça avait l'air vrai en tout cas. Mais essentiellement, en gros, on couvre, puis on attend que ça refroidisse. C'est pas grave si c'est un plateau en plastique, une planche en bois, whatever, ça coupe l'air. C'est pas grave si vous le perdez le plateau en plastique, vaut mieux perdre ça que la maison. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de friture. Il faut juste la faire correctement. D'accord? On jette un petit coup d'œil ici, juste pour vous montrer. En gros, tu t'approches? Ici, malheureusement, oui, c'est le fun. Je pourrais avoir avec une grille le ramasser. Malheureusement, ça a tendance à accrocher beaucoup, d'accord? Parce que d'une, ma viande est très cuite. Mais même si mon barbecue est très chouette et que ma grille avait été huilée, quand c'est sucré, ça caramélise. Ici, il n'y a rien qui a accroché. Et si je le mets de ce bord-là, vous allez voir qu'il va caraméliser pareil. C'est vraiment l'avantage de Cookina. Ça nous permet vraiment d'avoir un très très beau résultat à la cuisson. Puis, dans le pire des cas, à la dernière minute, si vous voulez vraiment le caraméliser encore plus, mettez-le sur la grille à ce moment-là. Mais au moins, il aura pris le temps de réchauffer, il n'aura pas brûlé avec cette plaque-là. OK. La première, c'était la boulette. Je vous ai dit que je vous parlais de deux versions. Ça, c'est le fun. Ça se conserve, ça se congèle. Ça sort quand on a la visite. Ça peut devenir une entrée. Vous en mettez 4 ou 5 dans l'assiette, une petite salade verte autour. On dirait que vous avez cuisiné toute la journée. C'est des restants. Hein? L'autre version. L'autre version, c'est quoi? Très simple, vous allez voir. Très, très simple. J'aurais pas dû déplacer ma planche. Hein? La fille des écrans qui fait comme « Pourquoi il déplace sa planche ?» Bon. Vous connaissez ça? Ça vous dit quelque chose? La pâte à spring roll. Mais si on fait une traduction littérale, rouleau de printemps. Les rouleaux de printemps, c'est roulé dans des feuilles de riz. Ça, c'est pas des feuilles de riz. Ça, c'est du blé. D'accord? C'est de la pâte à rouleaux impériaux. Pourtant, il y a marqué spring roll, mais c'est de la pâte à rouleaux impériaux.
Ça se trouve dans les magasins d'épicerie asiatiques. Il y a certains supermarchés qui le tiennent au rayon congelé. Achetez-en 4 ou 5, ça vaut 1,50 $. Ça se garde dans le congélateur. Dès que vous en avez besoin, en gros, dès que j'ai des restants de quoi que ce soit, on les roule là-dedans. Pourquoi? Ça nous fait des croustillants de plein d'affaires. Là, on a des côtes levées. Ah, David commence à distribuer, c'est bon? Tu devrais leur donner des paquets de serviettes. Est-ce qu'on a une jeune fille ou un jeune homme en dessous de 15 ans? Allez, viens. Comme ça, je ne suis pas obligé de les payer. C'est quoi ton prénom? Loïc? Loïc, tu vas travailler avec David. Tu vas distribuer les serviettes et lui, il distribue les bouchées pendant ce temps. Ça va? T'as des gants ou pas? Ou t'en as besoin? Je sais pas. Ok. Merci Loïc. Loïc, hein, c'est ça? Parfait, tu sais que t'es pas payé, hein? Non mais je précise, c'est filmé, ça a été dit. Donc... Donc, reprenons. Essentiellement, ces croustillants-là, très simples, on va prendre notre feuille. Je ne vais pas vous couper la nappe tant qu'à faire. On les ouvre. C'est pas de la pâte, c'est pas de la pâte philo, c'est de la pâte à rouleaux impériaux. Je ne suis pas parti aux Bahamas. Non. Non. Bon, merci. Alors, c'est beaucoup moins fragile que de la pâte philo. La pâte philo, souvent, c'est un petit peu problématique. Là, on vous la sert comme ça, la boulette. Évidemment, vous pouvez mettre de la sauce barbecue, de la moutarde ou quoi que ce soit dessus. Amusez-vous avec. Mais en gros, cette pâte-là, elle est beaucoup plus résistante que les autres sortes de pâtes. D'accord? Ça va déchirer pareil, mais c'est quand même plus agréable à travailler. Vous le voyez? Je prends ma feuille. Je la coupe en 3 bandes. Avec ces 3 bandes, je viens récupérer ma farce. Je la pose au bout. Est-ce que vous voyez bien? Là, ça, c'est les étapes importantes. Ça va, vous voyez bien? Ouais? En gros, tout le monde a vu les films américains où on replie le drapeau pendant les enterrements? C'est la même chose qu'on fait aujourd'hui. On prend, on fait un triangle. Est-ce que vous voyez? Ouais? On a fait un triangle. On fait gauche, devant, droite. Vous vous assurez d'avoir un triangle, toujours. Devant. Et là, on colle. Ok, comment on colle? Au Canadian Tire, ils ont de la colle. Prenez de la PL 300. Ça marche super bien. Ça ne va pas s'ouvrir. Prenez un peu de colle Lepage. Non? Non plus? De la farine et de l'eau. Mélangez. Atelier peinture. Et on referme. Et ça aussi, ça se congèle. On met ça sur un plateau, on le congèle. Quand c'est congelé, on peut le ranger dans un Tupperware. Bien cordé, ils peuvent se toucher, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est l'envoyer aussi au four ou à la friteuse. Juste pour vous dire, moi, tous mes restants, je m'amuse avec ce genre de choses. Imaginons qu'il me reste 2 morceaux de saumon que j'ai fait griller, ou j'ai acheté le filet au complet, là, puis il me reste juste de la queue qui est un peu trop cuite. On ne l'a pas servi aux invités. Ben, je la passe au robot, je rajoute un peu de ricotta, du basilic dedans, et je me fais des croustillants de saumon. J'ai à peu près tout et n'importe quoi, je peux le mettre là-dedans. Il vous reste du rôti de bœuf, vous le passez au robot, les robots qu'on trouve chez Canadian Tire. Et, et vous les envoyez directement là-dedans avec une coupe d'herbe, vous mettez un peu de saveur. Pendant les séries l'année prochaine, moi j'achète du smoke meat. Je le passe au robot. Je prends des cornichons,
je les passe au robot. Je mélange les deux ensemble et je fais des croustillants comme ça. Friteuse, trempée dans la moutarde. On s'entend que peu importe s'ils gagnent ou s'ils perdent, on a du fun. Essentiellement, cette pâte-là est une pâte vraiment le fun pour à peu près faire n'importe quoi. Des rouleaux, etc. Mais en petits triangles comme ça. Si vous voulez faire des rouleaux, vous pouvez faire des rouleaux à l'asiatique, vous savez. Ça marche très bien. Je prends de la viande à tourtière. Je les mets là-dedans à Noël. Ketchup, viande à tourtière. Au lieu de servir une part de tourtière, vous servez une part de viande directement dans des petits croustillants. Ça devient une bouchée d'entrée. Ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? C'est vrai? C'est bon? Ça vous plaît? Ouais, ça vous plaît? Essentiellement, légèrement vinaigré. Vous avez vu, le vinaigre n'est pas si puissant que ça, au final. Puis, après, vous jouez. Vous aimez ça plus piquant, moins piquant, plus de le côté plus barbecue traditionnel. Ben, mettez de la sauce barbecue, faites-le cuire comme ça. Mais essentiellement, vos côtes levées, au lieu de les faire bouillir dans de l'eau ou de les terminer au barbecue pendant 2 heures, 3 heures, alors qu'elles vont sécher, là, elles sont juteuses, elles sont délicieuses comme ça. Si vous n'avez pas de barbecue à la maison, vous n'êtes pas pendant la saison du barbecue, on les badigeonne, on les passe sous broil à la fin, puis on va avoir une belle caramélisation sur le dessus. On va avoir des belles côtes levées, ça marche. Comme je vous ai dit, Port du Québec, tant qu'à faire, il y a un petit label bleu, ça vaut la peine. D'accord? On regarde nos côtes levées ici. Si je regarde, tu veux t'approcher? Regarde, je commence à avoir une belle caramélisation alors que je suis sur la plaque Cookina. D'accord? Donc au final, je me sauve beaucoup de stress à utiliser une plaque comme ça. Oui, madame? Non, normalement on est sur le feu direct. Avec la plaque comme ça, vous le mettez sur feu direct. Il faut faire attention, par contre, si votre barbecue a tendance à monter au-dessus de 5 ou 600, c'est au-dessus de 500, je pense que le Cookina risque de brûler. Et encore, c'est une marge de sécurité là. Mais en gros, ça roule pas mal. C'est vraiment le fun comme produit. On vend chez Canadian Tire. Donc, essentiellement, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Ça a bien été? Merci Loïc. Loïc, hein. Merci Loïc. Une main d'applaudissement pour Loïc. Et si vous avez des questions, je suis là encore pendant un moment. Monsieur? Ah, c'est de la pâte. Je vais vous laisser la feuille, mais c'est de la pâte à spring roll. D'accord? Honnêtement, c'est une belle trouvaille. C'est un beau truc à avoir à peu près en tout temps. Même quand un fromage commence à être un peu costaud, là, vous aviez acheté un plateau de fromage, puis en fin de compte, il y en a un ou deux qui étaient un peu trop forts, ou vous avez pris du bleu, puis vous ne les aimez pas tant que ça en fin de compte. Mais honnêtement, pot de confiture, figues, abricots, quelque chose de fruits jaunes si vous voulez, fromage, des noix, mélange tout ça, fait un croustillant au fromage, ça marche super bien. Madame, une question? Excusez-moi? Oui, allez-y. Le beurre mi-crio, oui. Alors, votre question, c'était comment ça s'appelle? Le beurre mi-crio, beurre de cacao mi-crio. M-Y-C-R-Y-O. Je vais laisser la bouteille si vous voulez la prendre en photo. Évidemment, on en a à la guilde culinaire. Je vais vous laisser quelques cartes au cas où vous avez besoin. On a pas mal d'accessoires de cuisine, on a pas mal de petites choses comme ça, des trucs très spécialisés aussi, mais on a du mi-crio. Vous pouvez venir voir nos salles, visiter nos installations, ça nous fera plaisir. On a une équipe qui vous accueille à chaque fois. Oui, madame? Alors, ça ne remplace pas le beurre dans les gâteaux. C'est pas un gras amalgamant, ça va pas faire un gâteau, ça va pas faire une pâtisserie. Par contre, je peux cuire mon steak avec ça sans aucun problème. Je mets aucun corps gras dans ma poêle. Je saupoudre mon ingrédient et je le dépose dans ma poêle. Donc, j'ai aucun gras à mettre, ça marche parfaitement. Si j'aime le goût du beurre sur mon steak, il y en a plein qui aiment le goût du beurre sur leur steak ici, moi aussi. Qu'est-ce que je fais? Je le cuis avec ça. À la toute fin, je mets une noisette de beurre.
je lui laisse pas le temps de brûler. Je mets une petite noisette de beurre, j'ai le goût du beurre, merci bye, je suis content. Si je le démarre au beurre, la majorité du temps, je vais brûler mon beurre avant que mon steak soit cuit. D'accord? Et vous allez toujours avoir des superbes résultats avec ça. Ça vient sceller votre viande, ça vient assécher votre viande. Vous savez, souvent en restauration, on a un linge, on prend notre viande, on l'essuie avant de l'envoyer sur le grill. Parce que ce qu'on veut, c'est que quand elle rentre en contact avec la grille, elle saisisse bien, ça s'assèche, ça crée une cellule, ça garde les jus à l'intérieur. Ben, c'est la même chose que ça fait, ça vient sécher notre viande à l'extérieur. Et à partir de là, c'est génial. Pour les fruits de mer, c'est génial. Les pétanques, je les cuis là-dedans, sont colorées, elles sont belles, elles sont vraiment, vraiment chouettes. Beurre clarifié. Ça fonctionne le beurre clarifié, on a retiré le petit lait. En retirant le petit lait, ça ne brûle beaucoup moins, ça augmente la température. Par contre, on a tendance à en mettre beaucoup dans notre poêle. Le premier truc, c'est que les gens prennent une poêle, même les cuisiniers professionnels, on a tellement l'habitude, on sait qu'une petite poêle de 8 pouces, on met 2 cuillères de beurre clarifié. Et je vais cuire 2 pauvres pétoncles, mais j'ai mis 2 cuillères de beurre. Au final, j'en mets beaucoup trop, j'en envoie beaucoup à la plonge, je gâche du produit. Ça ne sert à rien. Avec ce produit-là, vous avez exactement la bonne quantité de gras sur votre viande pour votre cuisson. Vous savez que à la fin du mois, il y aura le chapiteau, encore une fois, à la fin du mois, c'est fin du mois d'août, hein, je pense, le 17. Et il y a le maître du grill qui vient, Steven Reichland. Ça a l'air délicieux, ça goûte très très bon dans le bouche. Vraiment, j'adore cette recette dans le pelle. J'ai fait une émission avec lui. À un moment donné, il est venu préparer quelque chose à ma place. Je me suis assis à sa place. Je me suis mis à parler comme lui. Au bout d'un moment, il m'a dit « Tu veux bien arrêter ?» D'accord, pas de problème. C'est vraiment une très belle recette. J'adore venir dans la ville de Pincourt. C'est très agréable. Ça goûte bon dans le bouche. Vous lui direz pas, hein? Ben oui, je me doute. Je me doute. Ben oui. Retrouver Steven Reichland, le maître de grill. J'avais ma deuxième question. Vous aviez une question? Oui, excusez-moi. Je voulais savoir tantôt. Vous avez dit, le steak, vous le prenez, vous le mettez au four. Pourquoi, si... attendez, je vous la pose mal. Et, des fois, il disait, t'enveloppes ta pièce de viande avec un papier d'aluminium. Est-ce que ça fait pareil ou quelle est la différence? Alors, vous mélangez dans les étapes. Première étape, on colore notre viande dans la poêle. Oui. On la met au four. Troisième étape, on la sort du four. On l'emballe dans le papier d'aluminium. Et on lui laisse à peu près 10 à 15% de son temps de cuisson au repos. OK. On va lui laisser 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de repos. Essentiellement, ça ne va pas changer grand-chose pour un steak. Ça va changer quelque chose pour un rôti. Si vous avez cuit votre rôti 45 minutes, ben vous le mettez 5, 10 minutes emballé. Qu'est-ce que ça va faire? La viande, avec la chaleur, elle a été choquée. Le jus s'est rassemblé au milieu. Le sang s'est rassemblé au milieu. Quand vous lui laissez le temps de se détendre un peu, comme quand vous vous mettez dans un spa, les chairs se relâchent, se détendent et le jus se redistribue. Donc, le meilleur exemple, si un jour vous voulez faire le test, amusez-vous à le faire. Vous faites cuire 2 rôtis de bœuf en même temps. Oui. Vous sortez les 2 au même moment. Il y en a un que vous mettez sur la planche. Vous coupez, vous regardez, vous le prenez même en photo si vous voulez. Le deuxième, vous le laissez reposer 10 minutes. Vous le coupez, vous regardez. Vous allez voir que d'un côté, si vous avez fait une cuisson médium saignant, par exemple, parce que monsieur, il mange sa viande bien cuite, on s'entend qu'on n'ira pas chez eux, là, ça vaut pas la peine. Ben, c'est parce qu'il n'aime pas avoir de visite, alors il cuisine mal, comme ça, c'est comme, regarde, hein. Pas obligé de les recevoir, eux. S'ils sont venus une fois, ils ne reviendront plus. En gros, votre viande va être, si elle est médium saignante, si vous la coupez immédiatement, elle va être rouge au centre, rose et grise. Si vous la laissez 10 minutes reposer, elle va être rouge au centre, rose rouge, rose rouge, rose rouge, légèrement grise. Vous allez avoir une viande beaucoup plus juteuse et beaucoup plus tendre, qui va moins perdre de jus quand vous allez la couper. Donc, plus de jus pour vous, plus de fun. Monsieur.
Moi, je le saisis avant de l'envoyer au four pour le look. Est-ce qu'un rôti de porc, je le saisis avant de l'envoyer au four? Moi, je le saisis pour qu'il prenne une belle coloration et parce que la coloration donne du goût. Ça s'appelle le principe de Maillard. En gros, c'est la transformation des sucres qu'il y a dans à peu près tout. En gros, c'est le même principe qu'une toast. Entre une tranche de pain et une toast, ça n'a pas le même goût. Le sucre qui est contenu dans la farine a caramélisé. C'est la même chose pour votre viande. Vous saisissez votre viande, vous venez de lui donner de la saveur, puis vous l'envoyez au four. Je saisis 90% de mes viandes. D'autres questions? Oui. Quand vous avez fait saisir votre rack, Oui. vous l'avez mis un d'un côté. Oui, j'aurais pu le faire des deux côtés. On peut le faire très très bien des deux côtés. C'est juste que vu qu'il est arqué, de toute façon, j'aurais pas de coloration. Pas vraiment de coloration. Je ne le laisse pas assez longtemps pour que la chaleur fasse sa job. C'est juste la grille qui m'a donné une coloration. On peut le faire des deux bords. Ça donnera un petit peu plus de saveur. Mais avec ma marinade qui est déjà costaud, vous êtes bien avec un côté. D'autres questions? Non? Oui? Si on fait saisir un rôti de porc ou un rôti de bœuf? Si on fait saisir un rôti de porc ou un rôti de bœuf, est-ce que c'est mieux de mettre la marinade avant ou après? OK. C'est une très bonne question parce que, en gros, on va revenir en arrière. Marinade. Très le fun, marinade. Il y a beaucoup de recettes qui vont vous dire prendre votre poitrine de poulet, prendre votre rôti de bœuf, prendre votre pièce, on va dire, assez grosse, la mettre dans la marinade, la laisser mariner 4 heures, 5 heures, 6 heures. OK. Quel est le taux de pénétration d'une marinade standard dans une viande, d'après vous, à peu près? 1 centimètre aux 24 heures. On s'entend que 4 heures ou rien, la même chose. C'est du temps perdu. Donc, je m'en viens. Votre viande, vous pouvez la tremper dans la marinade, la déposer, ça aura le même goût que si vous l'avez laissé mariner, à peu près. C'est sûr que si c'est des cubes, vos cubes vont être enrobés de plus de sauce, vont mariner un peu, la pénétration va commencer à se faire. Après, il y a des techniques. Il y a des pics, vous avez des attendrisseurs à viande, vous avez des injections que vous pouvez faire. Vous avez tout ça au rayon barbecue de Canadian Tire. Donc, on peut attendrir notre viande. En attendrissant notre viande, le jus va pénétrer. En faisant une injection, le jus va pénétrer. J'ai bien dit une marinade standard. Pourquoi? Il y a des marinades qui sont plus agressives que d'autres. Si vous mettez du jus d'ananas, laissez surtout pas 4 heures votre viande dans beaucoup de jus d'ananas, ça va devenir de la purée. Parce qu'il y a de la broméline qui est contenue dans le jus d'ananas qui attaque les chairs. Donc, c'est pour ça que les pompiers, les sportifs, là, ils boivent beaucoup de jus d'ananas, ça brûle les graisses. Non? Vous ne prenez pas de jus d'ananas? Jus d'ananas frais, c'est mieux, là, mais où ils en mangent. Mais essentiellement, donc votre marinade. Maintenant, si j'ai une marinade très sucrée, je vais l'utiliser plus comme une laque que comme une marinade. Vu que je vous ai dit que ça ne pénètre pas, tant qu'à faire, saisissez vos viandes. Quand elles sont presque cuites, vous les badigeonnez et vous allez avoir à peu près la même saveur que si vous les aviez laissé tremper pendant 1 heure, déposé sur le grill. Vous allez beaucoup mieux contrôler votre cuisson, ça va beaucoup moins brûler, il y aura beaucoup moins de choses à nettoyer. Souvent, je fais une marinade on the side et je viens la badigeonner. C'est un rub sec, c'est une marinade sèche, je peux la frotter, mais s'il y a beaucoup de sucre, je vais faire la même chose. Je précuis ma viande, je suis presque sûr qu'elle est prête, je la sors, je la frotte avec mon mélange d'épices, je la remets sur le grill. D'autres questions? Oui, madame. Alors, si on met la viande sous vide, est-ce que ça va mariner plus vite? Oui, ça va mariner plus vite. Essentiellement, le sous vide va retirer l'air, donc tout l'espace qui était contenu par l'air va être envahi par la marinade. Donc oui, on va arriver. Si vous piquez votre viande, encore plus. Parce que vous venez de créer plein de pores qui vont être remplis par cette marinade. C'est un des principes du sous-vide. Le sous-vide, il faut faire attention. Si vous faites cuire avec du sous-vide, ça demande beaucoup moins de saveur qu'une cuisson standard. Si d'habitude, je mets une branche de thym dans mon braisé et que je fais un braisé sous-vide, je vais peut-être prendre 3 feuilles de thym
et de romarin et ça va me suffire au lieu d'une branche. Parce que vu qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de déperdition de jus, ça se concentre, ça concentre les saveurs. Ça, c'est une autre technique, c'est sous vide. On donne un cours de sous vide. Vous pouvez apprendre à faire plein de choses avec le sous vide, c'est vraiment le fun. Des questions? On est bon? Oui. On n'est pas un restaurant. Quand vous venez à un de nos cours, vous venez apprendre à cuisiner et vous mangez sur place. Donc, on fait un spécial barbecue, on a un thème barbecue, on a un thème sushi, vous faites des sushis, vous mangez vos sushis si vous voulez et vous repartez à la maison. Quand vous venez au macaron, vous en mangez quelques-uns, vous bourrez la face, vous rentrez avec votre boîte de macarons à la maison, votre boîte de chocolat fin. On a plein de gens avant Noël qui viennent apprendre à faire des chocolats fins. Comme ça, mon oncle Régent, lui, il aime les chocolats au praliné. Je vais lui faire que des chocolats pralinés, ça me coûtera moins cher qu'aller les acheter. J'ai pris un cours une fois, je sais les faire. On est sur le boulevard Saint-Laurent, entre Beaubien et Bellechasse, à l'entrée de la Petite Italie. Ce n'est pas l'académie culinaire. Tout à l'heure, il y a une dame qui me parlait de ça. On est sur le boulevard Saint-Laurent, on est la guilde culinaire. On n'est pas dans le vieux Montréal. Ça va monter à plus haute température. Le silpat, ça va s'utiliser souvent en pâtisserie, mais je l'utilise pour mes cuissons au four. Mais je sais que mon four ne va pas dépasser 550 degrés. D'autres questions? On est bon? Je reste encore ici si vous voulez venir me parler de certains produits. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci David.